faire un petit tour des portefeuilles que l'on a créés. Les portefeuilles, ça représente vraiment la colonne vertébrale de ce cercle de la gestion collective. Pour rappel, nous avons créé 3 portefeuilles types, un prudent, un équilibré et un dynamique. On communique régulièrement dessus. D'ailleurs, demain, vous recevrez une petite mise à jour de ces 3 portefeuilles. Et dans un mois, vous recevrez la 3e newsletter du cercle de la gestion collective. Pour rappel, ces portefeuilles ont été créés le 30 octobre 2019. Nous avons pris en compte les frais de gestion du contrat ainsi que les frais d'acquisition des supports immobiliers, puisque l'idée, c'était de mixer immobilier et OPCVM. Si on fait un petit point sur le portefeuille prudent, alors on a subi une perte pendant ce début de crise, bien évidemment, mais à aujourd'hui, nous sommes rendus déjà au niveau du début du mois de mars, même la fin du mois de février. Donc, on a repris notre vitesse de croisière, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une performance depuis l'historique de moins 4%, tout en ayant une volatilité de 4,5%. Quand je dis moins 4%, encore une fois, nous avons pris en compte les frais d'acquisition des supports immobiliers. Dans ce portefeuille, nous avons fait une modification durant le confinement, c'est-à-dire que nous avons fait rentrer un fonds action dans un portefeuille prudent. L'avantage, c'est que grâce à l'immobilier, on peut se permettre d'aller chercher des fonds peut-être un peu plus risqués. Et on a fait rentrer le fonds thématique safety que Vladimir nous parlera, nous expliquera tout à l'heure. Depuis que l'on a investi dans le fonds safety, il a fait plus 33%. Donc, on est très content. Il joue son rôle un petit peu de boost au sein de ce portefeuille prudent. On a aussi un fonds de chez Eleva qui marche bien et puis le fonds de chez Tikeo, Income Cross Asset, que l'on verra aussi tout à l'heure. Sur le portefeuille équilibré, on est au niveau du début du mois de mars, pas encore à ce qui se faisait fin février, mais pour autant, on est content puisque depuis l'historique, on est à moins 0,26 avec une volatilité de 7%. Pareil, on a fait 2-3 ajustements durant le confinement puisque l'on a fait rentrer à hauteur de 8% le fonds Eleva Leader Small et Mid Cap, mais vous retrouverez aussi en performance positive le fonds de chez MNG ainsi que Comme Geste Monde. Pour finir, le portefeuille dynamique qui, lui, depuis l'historique, est à moins 3,9%. Pareil, il y a les frais d'acquisition sur les supports IMO. La volatilité de 18%. Forcément, la chute a été un peu plus violente que sur les 3 autres portefeuilles. Mais on peut déjà dire que nous sommes au niveau de la performance de début mars également. On est encore loin de la performance de mi-février, mais on va y arriver puisque nous avons des supports quand même plus dynamiques que sur les 2 autres portefeuilles. On va retrouver notamment le fonds Tikeo Global Value que François nous parlera tout à l'heure. Et on retrouve aussi Pluvalca Disruptive qui est rentré au début du mois de mars à l'intérieur de ce portefeuille et qui fait d'ailleurs plus 33% depuis que l'on a investi à l'intérieur. Assez parlé pour moi, place à nos 3 invités. Puisque nous avons Tikeo représenté par Pierre Bourlier, Senso représenté par François Lénoret et Thematics représenté par Vladimir Vitou. Messieurs, je vous laisse vous présenter en 1 minute chacun. Je te laisse la parole, Pierre, si tu veux. Très bien, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Bourlier. J'appartiens à l'équipe commerciale de Tikeo. Nous sommes 3 en charge de la relation avec les CGP, avec Célia et Mickaël. Pour ma part, je m'occupe du Grand Ouest et on se partage l'Île-de-France. Quelques mots sur Tikeo. C'est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement indépendant français. Il a été créé en 2004. On est désormais présent dans 11 pays dans le monde. C'est à peu près 530 collaborateurs et la particularité, c'est qu'à peu près la moitié des effectifs sont soit des gérants, soit des analystes. On gère 25,4 milliards d'euros sur 4 métiers, la dette privée, l'immobilier, le private equity et les stratégies cotées. Sur les marchés cotés, on gère à peu près 4 milliards, autour de 3 milliards sur le crédit, un peu plus d'1 milliard sur les actions et la gestion flexible. Voilà. Merci Pierre. François, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ta belle société Senso? Oui, François Lénoret, je suis le responsable du développement commercial chez Senso Investment Solutions. Je suis accompagné dans ma mission auprès des conseillers en gestion de patrimoine par Hugo Demange pour toute la partie ouest de la France et Nicolas Penel pour toute la partie est. Senso Investment Solutions, c'est peut-être la moins connue des sociétés de gestion.
On gère un peu moins d'1 milliard. On est 22 collaborateurs. Et notre positionnement, c'est d'être aujourd'hui reconnu comme la principale société de gestion indépendante spécialisée en investissement responsable. On gère des fonds d'investissement, mais aussi des mandats de gestion, des mandats d'arbitrage, et tout ça en prenant en compte différents critères d'investissement extra-financiers, comme l'empreinte carbone, l'exposition aux objectifs de développement durable ou la note ESG. Et merci François. Est-ce que Vladimir, tu peux nous dire 2 mots sur cette toute jeune société qui est Thématix, puisque je pense que tu es la société la plus récente parmi nous 3? Ouais, exactement. Donc moi, je fais partie de… Déjà, moi, je suis salarié Natixis. Natixis, c'est une espèce d'énorme société qui a plein de sociétés de gestion à l'intérieur que vous connaissez, Dorval, DNCA, Mirova, etc. H2O. Et en fait, nous, avec mes 3 collègues, j'espère que vous devez connaître, Dimitri Lafont qui est dans le sud, Maxime Vano qui est dans l'est et Aurélia Lovadina qui chapeaute toute cette équipe. Suite au départ de l'équipe de Mehdi, Anthony, Johan, qui sont partis s'occuper uniquement et à 100% d'H2O, on est arrivé chez Natixis pour développer 2 nouvelles sociétés de gestion, dont une en particulier dont on va parler aujourd'hui qui s'appelle Thématix-CM. Thématix-CM, c'était créé fin 2018, donc c'est très récent, mais ça a été créé par des gérants qui ont beaucoup d'expérience dans un sujet que peut-être vous avez entendu parler sur les derniers mois, qui sont les thématiques. Ce sont tous des anciens gérants d'une maison suisse que vous connaissez qui s'appelle Pictet, et ils ont décidé fin 2018 de s'adosser à Natixis pour créer une société de gestion spécialisée et focalisée sur les thématiques internationales, thématiques de l'eau, de la sécurité, de l'intelligence artificielle et robotique, thématiques de l'abonnement, dont on va parler un petit peu aujourd'hui avec l'UNEP. Merci Vladimir. Et la 5e personne qui est sous le nom Annabelle Arnaud, mais en fait c'est un nom caché, il s'appelle Hugo Girardon. Il est en charge du développement pour l'UNEP à l'est de la France et accessoirement il est avec moi surtout en charge du développement du cercle de la gestion collective. Donc salut Hugo. Salut à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. On va parler du contexte actuel, donc cette fameuse crise, on ne va pas y revenir dessus. Mais moi, ce que je voudrais surtout évoquer avec vous, c'est la reprise qui a été rapide, même si on observe aujourd'hui une stabilisation. Le CAC 40, par exemple, sur un mois, il fait plus 13%. L'Eurostoxx fait plus 16%. On va commencer par François. Est-ce que il y a eu un impact de l'ISR, vous qui êtes plutôt spécialisé dans ce domaine? Est-ce que ce côté différenciant a été un point positif dans cette reprise rapide? Oui, alors en effet, les marchés de ces dernières semaines sont très particuliers. Ce que tu disais est très juste, hein. Les marchés ont eu une reprise extraordinaire. Tu as cité le CAC 40, mais on pourrait prendre d'autres indices. L'Eurostoxx, depuis un mois, c'est 11%. Et d'autres indices comme le Nasdaq sont à 13% depuis le début de l'année. Donc à plus 13%. L'indice des valeurs technologiques, c'est plus 27%. Donc, tous les marchés ne sont pas logés à la même enseigne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ce marché, il y a certaines valeurs peut-être moins cycliques, avec un biais peut-être plus croissance ou orienté sur des thématiques de long terme, de développement durable, ont beaucoup mieux résisté par la solidité de leur bilan, par la bonne gouvernance qu'elles avaient mise en place. Et on peut constater en effet que depuis le début de cette crise, mais même sur une période beaucoup plus longue, de 4-5 ans, on a une surperformance très notoire des valeurs dites ISR, ou en tout cas celles qui ont un profil ESG bien meilleur que les valeurs traditionnelles. On estime cette prime ISR à 4 à 5% par an depuis 5 ans. Donc, ça valide tout à fait notre positionnement d'aller favoriser les sociétés qui sont positionnées sur des thématiques de long terme, c'est vrai, mais aussi avec une bonne gouvernance et une prise en compte des enjeux de développement durable et environnementaux. L'autre point important, c'est qu'on a parlé des marchés actions, mais il y a d'autres classes d'actifs. Il y a les marchés obligataires qui, eux, ont beaucoup moins rattrapé ce qui s'était passé. Le Nasdaq, pour information, hier a dépassé les 10 000 points. Donc, sur 10 ans, le Nasdaq n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui. Et pourtant, on attend des résultats de bénéfices d'entreprise en baisse de moins 43%. Donc, dans cet environnement-là, je suis assez
certain que nos amis conseillers en gestion de patrimoine peuvent être assez perdus sur ce qu'il faut faire dans les allocations. Et je pense que c'est l'objet de la réunion d'aujourd'hui. Donc, chacun, on va essayer d'apporter des solutions, des idées d'investissement. Mais il est certain que le métier n'est pas facile. Et donc, nous, ce que l'on va essayer de proposer, c'est une solution un peu plus défensive, une gestion obligataire. Merci François. Pierre, on va parler avec toi un peu des fonds flexibles. Je vais mettre les pieds dans le plat directement. En 2018, ça a été un peu décevant. Et les fonds flexibles n'ont pas forcément joué leur rôle. 2019, encore moins, parce qu'il n'y a pas eu le rebond que l'on attendait après 2018. Alors, est-ce que 2020, ce n'est pas le coup de grâce pour cette classe d'actifs, cette catégorie, puisque, encore une fois, c'est un peu décevant? C'est une très bonne remarque. Là-dessus, je dirais qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut savoir raison de garder. Effectivement, on va dire que le triptyque 2018, 2019, 2020, ça a été un bon moyen de faire le tri dans la gestion flexible. Il y a un petit peu la gestion flexible d'avant où on avait une poche action, une poche oblige et quand les actions marchaient bien, les taux ne faisaient pas grand-chose et c'était parfait. Et quand les actions corrigeaient sur les taux, ça se revalorisait et ça compensait la perte. C'est quelque chose qui ne marche plus depuis 2018, on a pu le voir. Et c'est pour ça qu'il y a un essor de certaines typologies de gestion flexible et à l'inverse des acteurs historiques qui patinent un peu plus. Là-dessus, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est la capacité des fonds flexibles à avoir atténué la baisse qu'on a pu voir en 2018, en 2020 et savoir malgré tout reprendre les hausses. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se dire que ça y est, la gestion flexible est morte. Il y a certains fonds qui marchent très bien. On a un bon exemple chez nous avec Tikehau Income Cross Asset. Mais pour la clientèle et pour les CGP qui ne veulent pas forcément ou qui ne se sentent pas forcément prêts à gérer eux-mêmes le market timing des fonds purs actions contrebalancés par une poche IMO ou des produits structurés, la gestion flexible a encore totalement de l'intérêt. On le voit, on peut, malgré 18, 19, 20, avoir des performances positives sur ces 3 années. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Donc, effectivement, je pense qu'il faut bien regarder ça. La capacité des fonds flexibles, peut-être la regarder un peu plus en détail. La capacité des fonds flexibles à ne pas trop subir la baisse, accompagner les hausses. Et ça fait un grand tri depuis 3 ans si vous appliquez des filtres là-dessus. Et c'est vrai que nous, on vous remercie parce que commercialement, Income Cross Asset marche très bien auprès de la clientèle des CGP parce qu'on a su répondre présent et je touche du bois pour que ça continue à l'être dans les semaines, les mois et les années à venir. Parce que justement, il y a cette volonté. On le sait que la gestion flexible, c'est avant tout essayer de minimiser le drawdown dans les phases de baisse ou en tout cas le compenser le plus rapidement possible avec les marchés haussiers. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Tikehau. Alors, on en parlera justement tout à l'heure avec Global Value et Income Cross Asset justement. Vladimir, est-ce que cette reprise aussi, ce n'est pas une victoire des fonds à thème, puisqu'il y a eu quand même beaucoup de collectes. Je le disais tout à l'heure, nous, par exemple, au titre du cercle de la gestion collective, on a fait un investissement qui a été payant sur un fonds thématique. Ouais, je pense que le Covid-19 a été peut-être un accélérateur pour cette classe d'actifs. Je pense que la chose, entre guillemets, nous, ce qu'on ressent avec l'équipe commerciale quand on est sur le terrain, c'est que les partenaires doutent de plus en plus de la macroéconomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire une prévision macroéconomique. Qui avait prévu le Covid-19, qui va prévoir les prochaines élections américaines, qui avait prévu ce rebond de marché important. Alors, tout le monde a après dit qu'il l'avait prévu, mais on sent bien que c'est très compliqué. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est on investit sur des fonds 100% pure action, sur des thématiques que le client final comprend, qui sont des thématiques de long terme. Et on a juste compris que le Covid-19 allait accélérer ces tendances-là que nous avions, entre guillemets, sur lesquelles nous avions investi. L'eau, vous comprenez bien qu'on aura toujours besoin d'eau et de plus en plus parce qu'on est de plus en plus sur cette terre. La sécurité, on a bien vu que pendant cette crise, le fonds dans lequel vous avez investi avait très bien fonctionné
parce que quand il y a une crise du Covid-19, on ne va pas couper nos dépenses en sécurité. Et puis, en sortie de crise de ce Covid-19, on comprend bien qu'avec tout ce qui va se déployer en termes de télétravail, en termes de digital, il va y avoir des investissements massifs pour sécuriser nos moyens de connexion. Voilà, ça suit aussi sur l'économie de l'abonnement, l'intelligence artificielle et robotique. Donc voilà, Covid-19, on ne l'avait absolument pas prévu. On est resté investi pendant cette crise-là en pensant que ça allait conforter l'idée des clients que les thématiques qu'on avait choisies étaient des thématiques de long terme et qu'aujourd'hui, c'est évidemment super compliqué de faire une allocation d'actifs. Est-ce qu'il faut être small, large? Est-ce qu'il faut être value? Est-ce qu'il faut être États-Unis, Europe? C'est un peu la question que tout le monde se pose. Nous, on a décidé de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire d'investir dans une thématique qui nous semble être focalisée sur un thème porteur pour les prochaines années, mais à l'intérieur d'avoir vraiment une approche globale, peu importe la société, si elle est aux États-Unis, si elle est en Europe, dans les émergences, si elle est small, si elle est large. Ce qui nous importe, c'est qu'elle soit focalisée sur un thème d'avenir. Et pour l'instant, c'est une bonne solution et je pense que c'est pour ça qu'on a une collecte qui est positive et qui continue de s'accélérer parce que le monde de demain est peut-être sur une allocation d'actifs entre une poche de fonds euros pour gérer le risque, peut-être des fonds alternatifs et de l'immobilier, et puis ensuite des fonds pure action. On ne va pas essayer de faire du market timing, mais plutôt d'investir progressivement et de rester surtout sur le long terme. Très bien, merci Vladimir. On va passer à la présentation des deux fonds que vous avez plébiscités, que vous nous avez mis au sein du cercle de la gestion collective et que l'on a incorporé dans nos portefeuilles. Pierre, je te propose de commencer avec le Global Value. Alors, la classification de ce fonds, c'est Action internationale, mais Cantalis indique que c'est une allocation flexible monde. On a dit tout à l'heure que les fonds flexibles avaient peut-être un peu déçu. Qu'est-ce qui explique que vous, au contraire, vous avez bien marché, puisque si je prends les performances à hier, depuis le 1er janvier, vous êtes à plus 0,41 quand votre catégorie fait moins 4,25. Qu'est-ce qui fait que, même depuis 4 semaines, on est à plus 11% pour vous. Qu'est-ce qui explique cette recette de la victoire? En fait, je pense que c'est un bon lien avec la crise du Covid. Il va falloir beaucoup de temps, probablement plusieurs années, avant de revenir au niveau d'activité d'avant la crise. Et du coup, dans ce contexte incertain où on navigue à vue, chez Tikehau, il y a quelque chose dont on est persuadé, c'est que c'est la qualité des sociétés qui va nous servir de boussole et qu'on préfère s'attarder sur les fondamentaux des sociétés que sur la macro. Et du coup, dans les sociétés qu'on regarde, on regarde les sociétés qui sont bien gérées avec des trésoreries solides, qui n'ont pas besoin d'aide gouvernementale pour survivre et qui vont aller se placer sur des segments de valeur de croissance élevés qui vont réussir à surperformer massivement les autres sociétés. Et ce sont ces sociétés qui vont surperformer. Et donc, c'est ça qu'on recherche dans le portefeuille de Tikehau Global Value. En gros, sur ce fonds-là, qui est un peu moins connu qu'Income Cross Asset, Tikehau Global Value, TGV pour les intimes, il fait 50 millions quand Income Cross Asset en fait 1 milliard. J'ai envie de dire, si vous aimez Income Cross Asset, vous allez adorer Tikehau Global Value pour des clients qui recherchent une performance à un niveau de risque un peu plus élevé. C'est un fonds qui investit sur les actions sur le long terme. Il n'y a pas de biais, je reprends ce que disait Vladimir, il n'y a pas de biais de zone géographique, de taille de capitalisation. C'est un fonds qui a un peu plus de 5 ans maintenant, 5 étoiles Morningstar Cantalis. Donc là-dessus, ce qu'on va chercher, c'est un portefeuille de valeur concentrée sur nos convictions les plus fortes avec des positions qui peuvent aller jusqu'à 10%. Du fonds. À l'heure actuelle, on a 26 lignes en portefeuille et on investit comme si on était prêt à acheter la totalité de l'entreprise et à la conserver pendant 5 à 10 ans. Pour vous donner un peu des exemples de sociétés qui symbolisent les convictions qu'on peut avoir, on est très serein sur certaines entreprises technologiques américaines comme Facebook et Google qui sont dans les top positions du fonds. Ce sont des sociétés avec des parts de marché élevées, des fortes barrières à l'entrée, une culture de l'innovation très forte, des solides relais de croissance. Facebook, c'est WhatsApp, c'est Instagram. Google, c'est YouTube, qu'on bénéficie à plein du confinement. Et c'est des excellentes entreprises, selon nous, qu'on a rentrées dans le portefeuille à des niveaux de valorisation qui nous semblaient attractifs et qui nous ont permis, au fur et à mesure des mois et des années, à construire des positions. Un autre exemple, par exemple, c'est le secteur des biens de consommation de base.
qui, pour nous, n'a pas forcément d'impact avec le Covid, bien au contraire, et qui joue aussi la montée en gamme des pays en cours de développement. C'est des marques comme Unilever ou Reckitt, qui ont un portefeuille que vous connaissez très bien. Hein. Reckitt, c'est Calgon, Harpic, Vanish. Dans les médicaments, c'est Strepsil, Gaviscon, Nurofen. Unilever, c'est les glaces Magnum, Ben & Jerry's, c'est Knorr, c'est Maille, c'est des choses comme ça. Et donc, ces sociétés-là qui ont un business model très compréhensible, avec des retours sur capitaux employés très attractifs, des bonnes équipes de direction et surtout des valorisations à un moment suffisamment attractif pour nous permettre d'avoir un TRI sur le moyen et le long terme attractif. C'est ça qu'on retrouve dans le fonds. Et en fait, Tikehau Global Value, là, à l'heure actuelle, il est exposé à 90%. Et on voit que de par la qualité des sociétés en portefeuille, c'est des sociétés qui ont été moins impactées par le Covid, qui prennent malgré tout très bien le rebond et qui, en résultante, offrent pour le fonds des très bonnes performances. En 2018, le fonds fait à peu près moins 4. 2019, on fait plus de 20 et on est neutre déjà sur l'année 2020. Donc, on voit l'intérêt d'avoir cette typologie de société sans avoir de biais particulier sur les secteurs, sur la value, sur la croissance, sur les zones géographiques, même s'il y a un gros biais européen et américain. Merci Pierre. Avant de passer à François, je rappelle, hein, vous êtes libre de poser vos questions dans le chat qui est en bas de l'écran. François, je vais faire le poil à gratter. Tu nous as convaincu de mettre le fonds durable 2024. Alors, les fonds datés ont été plébiscités pendant le confinement. À l'UNEP, on a eu la demande. Explique-moi pourquoi il était intéressant et il est toujours intéressant d'investir sur Senso Objectif Durable 2024. Je me mets à la place des CGP qui se rendent sur Cantalis. Je regarde la fiche du fonds, la performance sur un an est négative ainsi que sur un an et 3 ans. Explique-moi pourquoi il est intéressant de rentrer aujourd'hui sur Objectif Durable 2024 sur une stratégie de moyen-long terme. Merci. Alors d'abord, la performance sur 3 ans n'est pas significative dans la mesure où c'est un fonds qui a été lancé le 30 décembre 2018. En fait, pour saisir une opportunité de marché. Parce que fin 2018, vous vous souvenez, hein, l'année 2018 avait fini très difficilement. Et donc, on a décidé de transformer un fonds flexible de notre gamme, qui était un doublon, en un fonds à échéance pour saisir cette opportunité de façon très rapide. Et donc, l'AMF a validé le prospectus, la modification de prospectus en quelques semaines, ce qui nous a permis d'offrir une solution d'investissement intéressante à des clients qui cherchaient une alternative aux fonds en euros. C'était la grosse pression sur les fonds en euros qui s'amplifiait. Donc, le timing de lancement du fonds Senso Objectif Durable 2024 a été très bon. 2019 nous a permis de faire de très belles performances, plus de 7% net pour le client. Et 2020, il est vrai, ou sur un an, la performance est négative. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'un fonds à échéance, c'est un des rares fonds, une des rares solutions sur lesquelles on a de la visibilité sur le rendement à venir. C'est-à-dire que, là encore, chez Senso, on ne va pas faire de prévisions macroéconomiques, même si on a des avis très tranchés sur ce qui peut se passer. En tout cas, nous, aujourd'hui, on est plutôt inquiets quant à ces valorisations qui, aujourd'hui, sont à plus de 20 fois les PI. Donc, on serait plutôt à proposer des solutions défensives. Et Senso Objectif Durable 2024 s'inscrit pleinement dans cet axe-là, dans la mesure où, aujourd'hui, nous, on ne souhaite pas faire de paris sur la direction des marchés ou le niveau des marchés dans 4 ou 5 ans pour savoir si on pourra servir une performance supérieure à celle du fonds en euros à nos clients. En l'occurrence, avec ce fonds à échéance, qui est un fonds obligataire, composé de 120 lignes d'entreprises très différentes, essentiellement libellées en euros, même intégralement libellées en euros, il n'y a pas de risque de change. C'est un fonds qui est ouvert à la commercialisation, dont on peut sortir quand on veut, mais qui aujourd'hui permet à fin mai, avec un taux de rendement de 6% brut, ou à peu près 5 net, d'avoir une solution sur laquelle on peut se laisser porter jusqu'à l'échéance, puisque le principe d'un fonds buy and hold, c'est qu'on achète des obligations, qu'on les porte jusqu'à l'échéance, et d'avoir une solution avec un rendement lisible. Alors, est-ce que les 5% se feront
de façon linéaire. Évidemment que non. En revanche, est-ce que c'est une solution pertinente pour sortir du fonds en euros et offrir un rendement qui ne soit pas lié à de l'immobilier? Ça, très certainement. L'autre point important, c'est que c'est un fonds qui a été lancé fin 2018 dans une période où, évidemment, il n'y avait pas de Covid-19. Et pour autant, dès le départ, on a souhaité construire un portefeuille qui avait toutes les chances de préserver le capital des clients. Alors pour ça, comment est-ce qu'on fait? D'abord, on est très diversifié. 122 obligations en portefeuille, c'est très diversifié. Pas plus de 2% sur une ligne si elle est investment grade, pas plus de 1% sur une ligne si elle est high yield. C'est aussi une mesure de protection du capital. L'autre point important, c'est que sans doute, ce fonds est le fonds à échéance avec la meilleure rating, la meilleure notation moyenne du marché, double B. Il y a 25% de valeur investment grade dans ce fonds. Ça aussi, c'est une mesure très forte pour limiter le risque de perte en capital. Et puis, l'autre élément important, c'est que c'est le premier fonds à échéance, le premier fonds daté, à avoir été labellisé ISR. C'est vrai que notre process de sélection extra-financier nous amène à nous focaliser sur des émetteurs, des entreprises particulièrement investies sur des thématiques de développement durable et qui nous donnent donc de la visibilité sur leur capacité à rembourser cette obligation à horizon 2024. Donc, si aujourd'hui Senso n'a connu aucun défaut dans ce portefeuille, et c'est tant mieux, on est assez convaincu qu'on a toutes les chances de pouvoir servir un rendement bien supérieur au fonds en euros, puisqu'on a fait des études, des statistiques, des probabilités, qui nous amèneraient à considérer qu'il faudrait 10% de défauts par an, tous les ans, jusqu'à l'échéance, pour avoir un rendement net pour le client inférieur à celui du fonds en euros. Un rendement brut de 2,6%, ce qui ferait net inférieur à 1,6%. Donc, c'est quand même des probabilités très conservatrices. Ce sont des statistiques qui n'ont jamais été vues. Mais voilà, on a voulu essayer de challenger au maximum le portefeuille, de le stresser au maximum, parce qu'on est assez convaincu que les moins 43% de résultats attendus au deuxième trimestre sur les entreprises, sur les publications des entreprises, vont apporter un coup sérieux au marché actions en l'occurrence, peut-être même sur les marchés obligataires. Ce qu'il faudra considérer, c'est que ce sera une opportunité pour rentrer dans ce portefeuille. L'autre point important que je voudrais rapporter, c'est que les agences de notation ont été ont beaucoup anticipé. Il y a eu un niveau de downgrade, de révision à la baisse des notations extrêmement important. Peut-être un peu trop, puisqu'aujourd'hui, les taux de défaut restent encore assez mesurés. On est assez convaincu que les taux de défaut vont augmenter. C'est pour ça que notre fonds nous paraît être très bien positionné, parce que c'est sans doute celui qui, et d'ailleurs l'expérience récente nous l'a montré, a le plus de chances d'être le plus résilient possible. Nous avons un des fonds qui a la plus faible volatilité et le plus faible drawdown. Je rajouterais une dernière chose, Très vite fait. très rapidement, c'est que ce fonds, au-delà d'être labellisé ISR, introduit une dimension de partage. Et c'est vrai que la finance responsable, pour nous, ce n'est pas juste investir dans des sociétés qui sont bien gérées. C'est aussi contribuer très concrètement à des actions qui bénéficient à tout un chacun. Et dans ce fonds-là, on a décidé de reverser 10% de nos frais de gestion à la protection des océans à travers un partenariat qui a été signé avec la Surfrider Foundation Europe et l'Institut océanographique de la Fondation du Prince Albert Ier de Monaco. Et le fait de reverser 10% de ces frais de gestion nous permet de pouvoir dire aujourd'hui qu'on a contribué à ramasser 86 mètres cubes de déchets plastiques l'année dernière grâce à ce que les conseillers en gestion de patrimoine ont confié à Senso pour gérer à travers ce fonds obligataire à échéance. Cette précision était très importante. Merci François. Je voulais que tu nous apportes ces précisions parce que c'est vrai que sur cette typologie de fonds, il ne faut pas toujours s'arrêter aux performances que l'on voit sur Cantalis et ton explication la confirme et donc je te remercie. Et puis alors, je rajouterais quand même que Cantalis prend des performances sur 3 ans et il n'y a pas de catégorie AMF de fonds à échéance. Donc pour notre fonds, en l'occurrence, on est dans la catégorie des fonds obligataires internationaux. Exact. Évidemment, pas du tout comparable avec un fonds qui est majoritairement investi à 96% sur les obligations européennes libellées en euros. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut faire attention en effet au classement. Merci François. Vladimir, on passe à la thématique de la sécurité. Alors safety, ça veut dire
beaucoup de choses. Est-ce que c'est monosecteur? Est-ce que c'est tous les secteurs de la sécurité? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, sachant que c'est dans l'air du temps puisque l'on l'a investi dans notre portefeuille? Donc, le thème de la sécurité, ce qui est peut-être important à rappeler, c'est que souvent, quand on pense à fonds thématiques, on pense à fonds sectoriels. Voilà, nous, on a une approche vraiment différente de faire les thématiques, c'est-à-dire qu'on a bien choisi nos thématiques, que ce soit la sécurité, l'eau, l'économie de l'abonnement ou l'intelligence artificielle et robotique. On est convaincu que ces 4 thématiques sont porteuses pour les prochaines années. Le Covid-19 n'a juste été qu'un accélérateur. Ça fait très longtemps qu'on gère ces thèmes pour la plupart. Et la façon dont on traite le thème, c'est de se dire, OK, on a trouvé que le thème de la sécurité était porteur, allait aller plus vite que les marchés mondiaux. Mais à l'intérieur, comme on veut faire une bonne allocation d'actifs pour vous, on ne veut pas mettre uniquement de la cybersécurité, pas uniquement des paiements digitaux, de la sécurité des paiements digitaux. Nous, on va être vraiment multisectoriel à l'intérieur. On va toucher tous les secteurs qui sont liés à la sécurité. Donc évidemment, on va se retrouver avec de la cybersécurité, avec la sécurité de nos moyens de paiement. C'est 2 thèmes qui ont plutôt très bien marché pendant cette crise parce que, on en a toujours besoin. Et puis deuxièmement, vous avez bien vu, tous autant que vous êtes, que le peu de paiements que vous avez fait, vous les avez fait online plutôt que dans le marché. Mais on va aussi jouer d'autres secteurs liés à la sécurité, comme la sécurité alimentaire. Donc, tous les tests qui sont faits pour vérifier qu'on mange bien du porc et pas du cheval, pour vérifier que notre eau est bien pure quand on la boit. Ça, ce sont des thèmes qui ont bien marché parce qu'on s'est servi de ces sociétés pour faire des tests sur le Covid. Et on a aussi tout ce qui est sécurité des transports. On a le leader mondial, par exemple, des freins pour locomotives et tramways qui s'appelle Wabtec. On a la sécurité aussi sur les chantiers avec les uniformes. On a la sécurité aussi des pompiers avec un casque nouvelle génération qui vous permet de respirer directement dans le sac, enfin, dans le casque, pardon. Donc, on joue vraiment ce thème de la sécurité, peu importe les secteurs, vraiment d'une manière multisectorielle, mais toujours en étant focalisé. Est-ce que cette société est bien liée à mon thème? Parce qu'on est convaincu que la sécurité va être porteuse et donc on veut trouver toutes les sociétés qui soient le plus liées au thème. Le Covid-19 nous a permis de faire ressortir des sociétés qui sont juste magnifiques. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous en donne juste une parce que je l'ai trouvée vraiment top, qui s'appelle Everbridge. Everbridge, c'est une société qui a été créée post-11 septembre 2001, donc période pas magnifique du tout. Et c'est 2 mecs qui se sont dit, OK, comment on peut faire pour alerter en un rien de temps toutes les personnes possibles dans un endroit bien précis. Et donc, ils ont développé une solution qu'aujourd'hui utilisent beaucoup de gouvernements, qui va être encore plus utilisée parce qu'une réglementation va être sortie, que tous les gouvernements doivent avoir un moyen de communication. Et donc, c'est un système où, par exemple, Covid-19, on dit à toute la région de Bordeaux d'aller se confiner parce que le Covid est en train d'arriver. Ben, vous allez tous recevoir un texto, même si les lignes sont cassées, etc. Pour le 11 septembre, tout le monde aurait reçu un texto. S'il y a, par exemple, l'ouragan Sandy aux États-Unis, bah, tout le monde a reçu un texto du gouvernement disant qu'il fallait aller se couvrir. Donc voilà, c'est une société qui a très bien marché. On est une autre société qui s'appelle Varonis, qui s'occupe de protéger les grandes entreprises des cyber-attaques. Bah, vous comprenez bien que quand on est tous partis avec nos ordinateurs portables chez nous, bah, les connexions réseau, elles n'étaient pas aussi sécurisées qu'en étant bien connectés dans notre entreprise. Donc ça aussi, ça a très bien marché. Donc voilà, la sécurité, vraiment, ce qui est important à comprendre chez nous, c'est qu'on est focalisé sur le thème, mais on va être 60% US, 20% émergent, 20% Europe. On va être sur plein de secteurs différents. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a eu 2019 et 2020, 2 années magnifiques pour tester une société de gestion. 2019, les marchés mondiaux s'envolent, plus 27,16 pour la MSCI World. Quid de la gestion thématique? Bah, nous, la sécurité, bah, on en avait toujours besoin et quand tout va bien, bon, on renforce nos données en sécurité. Et donc, on a fait plus 39 l'année dernière sur le fonds. Et là, bam, 2020, les marchés s'effondrent en très peu de temps. Je ne sais plus, je crois que François a cité les chiffres du CAC 40, des indices qui ont baissé très rapidement et remonté très rapidement. Bah, là, on a vu que peu importe Covid-19, peu importe crise, peu importe demain les élections américaines, on ne va pas couper ces dépenses en sécurité. Bien au contraire, c'est peut-être les dernières dépenses qu'on va couper. Et du coup, ce fonds affiche aussi de la résilience et je pense que c'est quelque chose que n'importe quel allocataire d'actifs cherche. Et voilà, on est à plus 8, je crois, depuis le début de l'année. Et donc, on a montré que le fonds aussi avait bien résisté en 2020. Merci Vladimir. Il va nous rester 2 minutes chacun à peu près, puisqu'on va essayer de respecter le timing.
En 2 minutes, pourquoi, Pierre, investir dans Tikeo Income Cross Asset? Encore une fois, je me mets à la place de nos partenaires CGP. Je vais sur la page Cantalis et là, je vois un ratio de Sharpe qui est de 0,40. C'est pas mauvais, au contraire. Mais généralement, on a tendance à dire que le ratio de Sharpe, il faut le regarder à partir de 0,5. Alors, pourquoi Tikeo Income Cross Asset? Alors, à propos du ratio de Sharpe, alors il est peut-être inférieur à 0,50 à l'heure actuelle, mais il reste meilleur que la majorité de ses concurrents. La catégorie est à moins 0,14. Il y a peu de Sharpe de fonds concurrents qui sont positifs sur 1 an, 3 ans et 5 ans. Et j'ai même envie de dire surtout sur 1 an et 3 ans, il y en a vraiment peu. Après, juste, moi, je trouverais ça plus pertinent de parler du ratio de Sortino. Le ratio de Sharpe, c'est la performance d'un produit financier en fonction du risque, mais sans faire la différence entre les types de volatilité. Alors que le ratio de Sortino, c'est l'excès de rentabilité d'un portefeuille par rapport à un placement sans risque, mais uniquement la volatilité à la baisse. Et c'est celle que redoute un investisseur parce que c'est synonyme de perte potentielle si on sort du fonds à ce moment-là. Et on sait très bien que les CGP sont plus inquiets de la vol à la baisse parce que c'est ce qui tresse les clients finaux à la fin. Et donc, un ratio de Sortino élevé, c'est un indicateur pour moi qu'à retenir puisque ça met en relief les fonds qui ont été performants tout en restant solides et résilients dans les périodes de baisse des marchés. Et là-dessus, sur les Sortino, la gestion de Tikeo, crédit comme action, mais notamment sur la partie action avec Income Cross Asset et Global Value, est très bonne. Pourquoi investir sur Income Cross Asset ou Global Value? On est sur la gestion de conviction avec des stock pickers et un historique de performance qui est très bon en fonction des conditions de marché. Les fonds sont référencés partout. Et après, par rapport un petit peu à ce qu'on voit à l'heure actuelle sur le marché, on était assez prudent avant le Covid du fait des valorisations élevées. Suite à la baisse, on a redéployé les liquidités des fonds sur des opportunités qui se sont présentées, que ce soit sur les actions comme sur le crédit. Et après le flash rally dont on a parlé précédemment, qu'on a pu voir un peu ces 2 dernières semaines, on est de retour sur des zones de cherté qui nous poussent à la prudence. On trouve encore de la valeur sur certains titres, mais marché dans sa globalité, il redevient cher selon nous. On est sur des niveaux qu'on a vus au cours de l'année dernière, mais qui étaient pré-Covid, et ça va changer beaucoup de choses. Et avec les journées boursières qu'on a pu voir hier et celles d'aujourd'hui qui s'annoncent plutôt mauvaises, ça nous semble donner raison. Donc, moi, je pense qu'ils ont leur place dans les allocations parce qu'ils vont apporter notamment une certaine décorrélation par rapport aux autres fonds. Ils ont prouvé leur pertinence dans le passé et ils sont encore très bien positionnés de par la qualité des sociétés qu'on a en portefeuille pour absorber les mouvements qu'on pourrait connaître dans les jours, semaines et mois à venir. Merci Pierre. François, un petit mot sur Senso Conviction qui d'ailleurs a de belles performances depuis 4 semaines. Oui, alors Senso Conviction, c'est notre fonds flexible. Le principal fonds flexible, c'est un fonds flexible qui a plusieurs originalités. D'abord, c'est un fonds qui peut être négatif en duration, c'est un fonds qui peut être à 100% en cash, c'est un fonds qui peut investir sur toutes les classes d'actifs, que ce soit les devises, qui peut aller sur des stratégies de performance absolue, qui peut aller sur toutes les zones géographiques, dans un maximum de 60% actions. L'intérêt de ce fonds, c'est un fonds qui est guidé par des indicateurs macroéconomiques dans sa gestion, qui est faite par Sayek Dayan depuis 2016. C'est un fonds qui a un objectif de performance absolue. En fait, en 2016, le processus de gestion a été intégralement revu. Donc là encore, il faudra faire attention au classement si on regarde avant 2016, tous ces indicateurs, toutes ces bases de données, mon Instar, Cantalis, ne prennent pas en compte les changements de gérant ou les changements de process. En l'occurrence, depuis 2016, sur 3 ans, c'est un fonds qui affiche des performances positives. Sur 1 an également, c'est un fonds qui a une volatilité sur 3 ans de 6,6%. C'est un fonds qui a su bien diminuer les drawdowns et surtout très bien récupérer la perte de ce Covid en ayant une grande agilité dans la gestion de son exposition action qui a pu varier de 28 à 43%. Aujourd'hui, l'exposition action est autour de 30%, donc
à la neutralité. Et la différence importante de ce fonds flexible, c'est qu'il a dans son prospectus comme contrainte d'investir à 50% sur des sous-jacents ISR ou sur des thématiques de développement durable. Et aujourd'hui, c'est un très fort contributeur à la performance. Il est investi aujourd'hui à près de 65% sur des thématiques de développement durable. Et comme tu faisais référence à Cantalis, ce fonds vient de repasser 4 étoiles Cantalis et il surperforme très largement sur 3 ans la catégorie des fonds flexibles, prudents, internationaux. Voilà. Et dans le contexte actuel, ce sont deux solutions. Une pour déléguer en effet l'allocation d'actifs de façon défensive. Senso Conviction, c'est vraiment un fonds d'allocation défensif. Et Senso Objectif Durable 2024 est aussi une solution défensive, obligataire, où pour le coup, il suffit de se laisser porter jusqu'à l'échéance pour avoir le rendement attendu en fonction du moment où on sera rentré dans le fonds. Merci François. Vladimir, alors après on aura, je crois, une question ou deux de CGP. Vladimir, en 2 minutes sur votre fonds Meta, qui est le deuxième fonds référencé dans notre shortlist du cercle de la gestion collective. Exactement, ouais, on a fait. Donc, je vous ai parlé au début quand thématique s'est lancée, on a lancé plusieurs thèmes, un sur l'eau, un sur la sécurité, un sur l'intelligence artificielle et la robotique. Et début 2020, on a lancé un nouveau fonds qui s'intéresse à toutes les sociétés qui ont un business model lié à l'abonnement. Donc, les Netflix que vous connaissez, les Ubisoft pour vos enfants qui font des jeux vidéo, les MSCI pour ceux qui font de la finance, on doit s'abonner pour pouvoir utiliser les indices. Donc ça, c'est un fonds qui a très bien marché pendant cette crise parce que comme la sécurité, on n'a pas coupé l'abonnement. Et donc, quand vous avez face à un client, peut-être qu'il va préférer l'eau, peut-être qu'il va préférer la sécurité et peut-être qu'il va être en fait intéressé pour s'exposer à toutes ces thématiques d'avenir, mais il ne va pas savoir laquelle choisir, laquelle va mieux le marcher. Nous non plus, on ne sait jamais laquelle va mieux le marcher. On espère que toutes vont mieux marcher. Mais donc, on a créé le Thematics Meta, qui n'est pas un fonds de fonds, donc vous n'avez pas de frais. C'est un fonds qui va reprendre les 4 thématiques dont je vous ai parlé de manière équipondérée, c'est-à-dire qu'on ne va pas plus pondérer une thématique parce qu'on la préfère ou qu'on pense qu'elle va mieux marcher, c'est équipondéré. Et tous les débuts de mois, on va la rebalancer. Et donc, le Thematics Meta vous permet d'accéder à toute l'expérience des gérants, de vous diversifier encore plus en termes de secteur, puisque vous êtes sur chacune des thématiques. Donc, c'est le fonds qu'on recommande. Voilà, pour vous diversifier encore plus. C'est un fonds qui va être investi de manière géographique, sans contrainte, sans aucune contrainte de taille de capitalisation et de secteur. Donc, je trouve ça vraiment intéressant si aujourd'hui, vous voulez rentrer sur les marchés ou consolider des positions. En termes de market timing, je ne sais évidemment pas si c'est le bon moment aujourd'hui de rentrer, mais on est convaincu d'une chose chez Thematics CM, c'est que investir dans ces thématiques du futur et de le faire de manière progressive, c'est la meilleure façon pour gérer le market timing. Et tous ces fonds-là vont être labellisés ISR je pense que ça va être dans les prochaines semaines, parce que dans notre processus de gestion, nous avons évidemment intégré des critères ESG parce qu'on ne peut pas être investisseur long terme et, si une société, et ne pas respecter ces critères-là. Parce que vous imaginez bien une société qui ne respecte pas les critères ESG, à 3-5 ans, il y a de fortes chances que ça se répercute sur elle. Et donc, on prend en compte ces critères-là et c'est pour ça que nous serons labellisés ISR. Et je précise juste quelque chose là-dessus. Le fonds sur la thématique de la sécurité, il n'y a pas d'armement là-dedans. C'est important parce qu'on me pose souvent la question. Évidemment, sinon, on ne serait pas ISR. Donc voilà, nos recommandations, c'est investissez dans les thématiques, mais surtout parce que vos clients comprennent dans quoi ils investissent. Et je pense que c'est la plus grande qualité de nos fonds. Merci Vladimir. On va se tourner du côté de Rouen avec Hugo qui a, je crois, quelques questions de CGP. De Rouen, bon sang, je me déplace rapidement. De Reims, pardon. Non, on a 2 questions en fait qui reviennent assez souvent soit dans les réunions qu'on a fait d'ailleurs en physique, soit après dans nos discussions avec les CGP. La première, c'est un thème qu'on a pas mal abordé aujourd'hui, c'est celui des ratios. C'est François, je crois, qui disait on fait attention, il y a des PE à 20. Il y a aussi Pierre qui nous rappelait que le Sharpe, c'était pas tout, que le Sortino pouvait être intéressant. Une petite question sur nous, c'est vrai qu'on se base souvent sur le Sharpe dans nos allocations UNEP. Selon vous, quel est vraiment le ratio, mais en 2 secondes, le ratio un peu pierre angulaire sur lequel un CGP devrait se baser, ou y en a-t-il un, ou est-ce que en fait ces ratios sont un peu artificiels? Il faut un peu regarder au-delà de ça. Qui veut?
François, si tu veux commencer. Déjà, je pense qu'on peut pas comparer, enfin, on peut pas prendre un ratio pour toutes les classes d'actifs. Un ratio pour un fonds flexible n'a pas autant de pertinence que pour un fonds action ou pour un fonds obligataire. C'est le premier point. L'autre point de vigilance aussi, c'est sur les classements. Vous avez posé une question qui était très pertinente, c'est Cantalis, Morningstar, d'autres fournisseurs de bases de données enferment dans des catégories des fonds qui ne ressemblent pas forcément à ces catégories. Et là encore, il vaut mieux se rapprocher des commerciaux, des personnes en charge de la relation pour avoir de l'information un peu plus qualitative que aller chercher une information très brute, mais souvent inexacte ou incomplète. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'aller se contenter d'aller sur Cantalis ou Morningstar et faire un tri en se disant, ben voilà, ce ratio me permet d'être certain d'avoir le meilleur fonds. Malheureusement, en plus, vous le savez, les performances passées ne présagent pas des performances futures, et donc ces ratios sont souvent des ratios a posteriori qui ne peuvent évidemment engager en rien les performances futures ou la qualité de la gestion future. Pierre ou Vladimir, vous voulez ajouter quelque chose? Non, nous, chez on a souvent la question. On a souvent la question en ce moment, on l'avait hier d'ailleurs avec tous mes collègues là, de chez Thematics, en disant oui, les thématiques ont fait des très belles perfs, quel est le PE, etc. Quel est le PE? Et en fait, on se rend compte que c'est très compliqué d'avoir un indicateur, ça dépend des secteurs, ça dépend sur le digital, on ne va pas prendre le PE, sur les valeurs plus cycliques, on va prendre le PE. Donc c'est très compliqué, je pense que François a donné une très bonne raison. La meilleure façon, je pense qu'il y a deux réponses. Hein. C'est est-ce que vous voulez savoir si le fonds est bon dans le passé? Dans ce cas-là, moi je trouve que le comparer à son benchmark, c'est une bonne façon de voir si le gérant a fait mieux qu'un benchmark. Et la deuxième chose, c'est est-ce que le fonds est aujourd'hui intéressant d'acheter? Là, je pense qu'il faut faire confiance au processus de gestion que normalement votre commercial vous a bien expliqué et que nous, typiquement chez Thematics comme chez Mirova, le critère numéro 1, c'est la valorisation. Et qu'aujourd'hui, on fait très attention à la valorisation. Il y a tout un tas de critères pour définir si une valeur est bien valorisée, le PE, le price to sales, etc. Et ça, je pense qu'il faut faire confiance aux gérants qui s'en occupent pour trouver la bonne valorisation. C'est pour ça qu'on les paye. Donc voilà, pour regarder le passé, regarder le benchmark. Est-ce qu'il a souvent battu son benchmark? Si oui, c'est que normalement, il sait plutôt bien faire. Et pour le futur, faites confiance aux gérants et faites confiance au commercial qui vous a expliqué. Si vous êtes d'accord avec le process, investissez dessus. Et si vous trouvez le process n'est pas en phase avec ce que vous cherchez, vous avez tout un autre fonds avec d'autres processus. Donc, je pense que le mieux, c'est de contacter vos commerciaux. Ça me permet de rappeler l'équipe commerciale de chez Thematics, Dimitri Lafont dans le sud, Maxime Vanneau dans l'est et moi-même pour l'ouest et Paris avec Maxime. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup à l'UNEP pour cette belle réunion. Ça me va bien comme retour. Juste en mots de fin, je ne sais pas si Pierre avait quelque chose à ajouter, mais il y a aussi une autre question qui revient assez souvent. C'est OK, je prends l'exemple de Vladimir, on adhère au processus. C'est ce qu'on a fait notamment à l'UNEP, puisqu'on a sélectionné l'ensemble de vos sociétés de gestion et certains de vos fonds. Maintenant, pour combien? Quelle est la part un peu idéale, selon vous, dans une allocation pour les fonds sélectionnés? C'est une réponse pareille, assez rapide, mais quelque chose qui peut revenir assez souvent dans la constitution d'une allocation. Juste pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, je vais donner un exemple très simple sur Cantalis. On a un fonds daté qui est ouvert jusqu'au bout, qui s'appelle Tikeo 2022. Il vient de passer 4 étoiles Cantalis, il était 5, alors qu'il a plus de potentiel maintenant qu'il n'en avait en début d'année, mais il a perdu une notation. On est à 7 de rendement actuariel maintenant, on était plutôt autour de 4 en janvier ou en février. On voit que c'est un bon exemple de la contre-productivité que peuvent avoir les étoiles. Non, moi, là-dessus, c'est coefficient de corrélation des fonds qu'on marie. On vient d'avoir 2018 et 2020, donc ça va être vraiment pertinent. La max drawdown pour notamment les fonds flexibles, ça permet vraiment d'avoir une bonne vision de ce qui est fait et la capacité de recouvrement, combien de temps les fonds vont mettre à récupérer cette baisse, parce que c'est bien de faire moins 30 ou moins 50 et d'être à plus 50 depuis, mais moins 50 plus 50, ça ne fait pas zéro, loin de là. Donc voilà. Après, sur le pourcentage des allocations, pour moi, un fonds action, après, ça dépend comment on décompose, mais sur une poche UC,
Un fonds action, ça va être autour de 10%. Quand un fonds flexible, on peut en mettre un peu plus, 15 ou 20, parce qu'on va avoir davantage de diversification derrière. Ok, bon, ça me Et va bien. surtout, le mariage qui va être important au-delà de la taille des lignes. Je peux rapporter un retour d'expérience. Chez Senso, on fait beaucoup de multigestion, on fait beaucoup de gestion sous mandat, on gère des fonds dédiés pour des cabinets de conseil en gestion de patrimoine et on est notamment client de Tikeo et de Thematics. Et pour nos besoins de construction de portefeuille, d'allocation d'actifs, on a décidé de s'affranchir de tout ce que faisaient Cantalis et Morningstar en développant des outils chez Senso. Des outils qui nous valent depuis plus de 5 ans un crédit impôt recherche pour justement essayer d'optimiser la construction d'un portefeuille. Et donc, on a la capacité de voir quel est le délai de récupération d'un fonds, on a la capacité de voir quelle est la corrélation d'un fonds par rapport à un indice ou par rapport à un autre fonds ou par rapport à un groupe de fonds. On a des outils assez puissants et si jamais il y a des clients de l'UNEP qui sont intéressés par challenger des allocations de leurs clients, on se propose très volontiers de rentrer l'allocation de leurs clients dans notre outil pour voir ce qu'il en ressort et comment optimiser l'allocation, les pondérations en fonction de l'objectif de performance, de volatilité, de drawdown, puisque tout ça, ce sont des choses que l'on peut faire chez Senso. Merci François. On va Bon. finir cette réunion. C'était le mot de la fin avec François. Merci à tous les quatre, à tous les trois et Hugo, bien sûr, pour l'organisation de cette réunion. On se retrouvera encore 2 fois avant la fin du mois de juillet pour continuer à vous présenter les 15 sociétés de gestion qui font partie du cercle de la gestion collective. Prochaine réunion donc dans 2 ou 3 semaines. La date n'est pas encore prédéfinie, mais on se fera un plaisir de vous envoyer une invitation. L'enregistrement de la réunion sera envoyé à tous les participants et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là parce qu'apparemment il y avait un marathon de la conférence ce matin. Donc merci à vous, merci messieurs. Merci Hugo. Salut. Je vous dis Merci à bientôt. beaucoup. Et bonne journée à tous. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. À bientôt.